attendre d'ici 2030 à Genève? Parce que justement, on fait déjà de la pression de la ville. Est-ce qu'on peut imaginer toujours répondre à une demande alimentaire avec toujours plus de monde, ou est-ce que... Comment vous imaginez ça? Est-ce que dans un plan où on imagine une démographie croissante, où on imagine aussi un approvisionnement croissant dans la ville? Alors, votre question est complexe parce qu'il y a un sous-entendu qui est que les Genevois se nourrissent de l'agriculture qui est produite dans la région de Genève. En tout cas, c'est ce que vous l'avez dit, c'est ce que les Genevois attendent de plus en plus à faire. Alors non, j'ai pas dit ça. Ce que j'ai dit, c'est qu'il y a une demande très forte par rapport aux produits locaux. Ce qui ne signifie pas, et de loin, que les Genevois se nourrissent de ce qui est produit, se nourrissent uniquement de ce qui est produit dans la zone agricole autour de Genève. Mais votre question n'en est pas moins intéressante. Il y a une question de proportion aussi, c'est-à-dire ce qui va être pris sur la zone agricole, c'est important, mais c'est vraiment une petite partie des surfaces agricoles du canton. Il faut quand même avoir ça en tête. Donc on ne va pas détruire, si vous voulez, la production agricole du canton avec l'urbanisation. Mais c'est vrai, on va prendre une part des surfaces agricoles. Est-ce que je réponds à votre question ? Plus ou moins. Parce que votre question sous-jacente, c'était l'autosuffisance des villes ou bien? Non, pas du tout. D'accord. On est en train d'étudier là-dessus, on est conscient qu'on n'y arrivera pas. D'accord. Mais vous avez parlé quand même de crise alimentaire possible à l'avenir. Et puis moi, je suis aussi les débats politiques à Genève sur, par exemple, les Cherpines, qui étaient considérées comme des terres de très bonne culture. Et on nous dit sans arrêt qu'on ne va pas prendre beaucoup plus que ça. Et puis au fur et à mesure des décennies, on voit qu'en fait la limite s'éloigne de plus en plus du centre de la ville. Et j'ai peur qu'à force de toujours amener cet argument comme quoi on ne prend pas beaucoup plus, au final il ne reste plus grand chose. Donc, comment est imaginé ce développement de la ville avec 200 000 habitants de plus sans prendre trop d'agriculture, de zones agricoles? Alors, je vais vous répondre un peu de manière détournée, mais ce qu'a fait jusqu'à présent Genève, elle l'a très bien fait, c'est en rejetant toute l'urbanisation de l'autre côté de la frontière. Ça, c'était cool, on avait une super zone agricole et on a conservé depuis le début du siècle une super zone agricole. Donc une manière, c'est de faire comme ça. C'est de faire comme ça et dire, voilà, nous, on a été cool avec notre agriculture, on l'a complètement préservée jusqu'à présent. C'est ce qu'ils ont fait, jusque-là. Donc c'est l'agriculture française qui a pris, en gros, dans des surfaces agricoles qui étaient très très nombreuses. Donc oui, on pouvait laisser aller comme ça. Donc là, l'enjeu, il est urbanistique, c'est-à-dire on arrête de se voiler la face, d'aller miter de l'autre côté, et on essaie de faire une urbanisation dense. Et donc le prix de l'urbanisation dense, oui, c'est de prendre une partie de la zone agricole. Et alors, le débat, et les Cherpines, de ce point de vue-là, c'était passionnant, parce que les arguments des deux côtés, ils sont excellents. Ils sont excellents. Donc si je prends la ville, pour commencer par l'ennemi entre guillemets, c'est de dire, si on veut faire une urbanisation dense, il faut urbaniser juste dans les zones qui touchent à l'urbanisation dense, et on tombe sur ces surfaces agricoles. Et c'est des endroits où on va pouvoir densifier. Alors savoir si les Cherpines c'est vraiment dense, c'est aussi une question. Mais voilà. Donc ça, c'était l'argument urbain. On va faire une urbanisation compacte, on va arrêter d'aller miter la zone agricole de l'autre côté, mais on doit prendre dans la zone agricole qui est juste à côté. L'argument agricole est tout aussi bon. On est juste à côté de la ville, on est des entreprises agricoles, donc il y avait les Cherpines, c'était une ACP, il y a aussi les Cardons, qui est une AOC genevoise. Il y avait vraiment, dans la zone des Cherpines, il y a tout un tas d'entreprises agricoles qui fonctionnent super bien. Donc l'argument, c'est de dire, vous êtes en train de détruire des entreprises agricoles qui fonctionnent bien. Détruire parce que le canton est censé leur donner d'autres terres pour exploiter, et puis en fait c'est très très difficile actuellement d'en trouver, ils en ont pas, enfin il n'y a pas de solution alternative. Et l'autre élément, et vous l'avez dit, c'est qu'on est dans les meilleures terres agricoles de Genève. C'est vrai. C'est vrai, pourquoi? Parce que la ville, elle se développe dans la plaine, c'est comme ça. Donc agriculture et urbanisation sont sans cesse en concurrence parce que les villes se développent en plaine. Et là où il y a les meilleures terres agricoles, là où vous avez les CSA, je ne me souviens plus, ce qui désigne les meilleures terres agricoles en Suisse, c'est aussi dans ces zones-là. Donc l'argument était de dire, vous êtes en train de détruire l'agriculture dans ces meilleures terres, quoi.
Donc le débat, il est ouvert. Enfin, je veux dire, il y a plus... On peut... Voilà, il y a d'excellents arguments de chaque côté. Mais simplement pour conclure, moi je dirais que enfin, l'enjeu alimentaire, il est secondaire en l'occurrence. Parce que pour ce qui est de l'approvisionnement des villes, il n'y aura aucun problème. Pour ce qui est de l'approvisionnement de Genève, il n'y aura aucun problème. En termes de quantité produite, les terres qui vont être urbanisées, ça représente presque rien. Mais l'argument pour moi, il n'est pas là. Il n'est pas, pas alimentaire. C'est par rapport à l'usage du sol, en fait. Hein. Je peux poser une deuxième question? Je ne sais pas si vous avez le temps. Oui, volontiers. Juste parce que vous parlez de l'agriculture en ville, j'aimerais savoir juste comment où est-ce que vous imaginez poser le seuil du public-privé. Parce qu'on imagine bien que les terres agricoles sont accessibles au public à la campagne, mais comment ça se passe en ville quand on a une pression de la population sur une petite parcelle? Alors, excellente question aussi. C'est pas vrai, l'espace agricole périurbain, il n'est pas public, il est privé. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il est accessible physiquement. Alors, c'est pas si simple que ça. Donc, moi, j'ai vraiment découvert ça. Je suis complètement urbaine au départ. Et en fait, l'espace agricole, l'accès à l'espace agricole, quelque part, c'est un accès à bien plaire. C'est-à-dire que c'est un espace privé. Et quand vous le foulez, cet espace privé, c'est que l'agriculteur a accepté qu'on pouvait le faire. Et puis, traditionnellement, dans les campagnes, il y avait un savoir qui était, à certaines périodes de l'année, on ne passe pas dans ces espaces-là, parce qu'il y a les cultures, parce qu'on risque d'endommager les cultures. Et ça, c'est un problème, parce qu'actuellement, dans les populations qui s'installent, nouvellement installées dans les périphéries urbaines à proximité de ces zones agricoles, il y a un savoir qui n'est pas là. Et il y a vraiment cette idée que c'est de l'espace ouvert, donc de l'espace accessible pour tous, avec cette question des chiens, par exemple, hein, qui est un gros problème. Alors ça, c'est pour l'espace périurbain. Donc, juste pour dire que non, il n'est pas public, hein, et que l'accès est à bien plaire. Maintenant, en ville, c'est une question qui est passionnante, je trouve, parce que ça se passe notamment pour les... Donc, il y a plein d'expériences agricoles, tous ces potagers urbains, plantages à Lausanne, qui se développent dans des espaces publics, en particulier dans des parcs, où vous aviez en gros un espace de gazon qui est transformé en espace potager. Et problème, est-ce que cet espace de potager, c'est la même chose que l'espace de gazon? Alors non, bien sûr, il y a des salades, mais c'est pas la même chose aussi parce qu'on ne traverse pas un espace avec des plantations comme on traverse une pelouse. Et ce qui se passe très fréquemment, c'est qu'il y a pour protéger ces plantations, il y a finalement une privatisation de cet espace. C'est le cas dans le potager urbain de Tonnet que je vous présentais tout à l'heure, où pour des raisons très compréhensibles, ils ont mis une petite barrière autour, parce que c'est à côté d'une école, il y a les ballons, machin, il y a les chiens aussi, pour empêcher les chiens, et en fait, l'accès au potager est réglementé, c'est-à-dire on ne peut rentrer que s'il y a un jardinier de l'association qui est là. Et du coup, ce qui était un espace public est devenu un espace privé. Et au-delà de ça, il y a tout un débat aussi qu'on peut avoir sur la libéralisation en fait de la gestion des espaces publics. Un espace qui était autrefois géré par les services des parcs et jardins de Tonnet est maintenant géré par des individus, par des privés en fait. Donc il y a une vraie question par rapport à cet usage d'espace urbain pour les cultures. Et c'est un débat qui est ouvert. Hein. Comment est-ce qu'on gère ça? Autre question, on passe à Elena Bertolanza.